Et ce soir avec nous un serial entrepreneur. Bonsoir Marc Simoncini. Bonsoir. Vous êtes investisseur, icône des start-upers français. Vous avez entre autres choses fondé le célèbre site de rencontres Mythique, mais aussi un site de vente de lunettes en ligne, plein d'autres projets. Votre nouvelle marotte en ce moment, eh bien, c'est le vélo. Mais alors pas n'importe quel vélo, hein, un vélo électrique, nouvelle génération. On va en parler. D'abord, comment vous est venue cette idée, Marc Simoncini, du vélo? C'est venu de l'observation que les villes, telles qu'on les connaissait, étaient quand même assez difficiles à vivre et qu'il y a 3 ans, quand on a travaillé sur ce projet, on a fait le pari qu'une des grandes villes européennes bannirait la voiture thermique individuelle des centres-villes. Ça fait trop de bruit, ça prend trop de place, ça va trop doucement, ça pollue, et donc on a dit: «Tiens, peut-être qu'un jour les villes vont faire plus de place, au vélo et pour remplacer une voiture, il faut un vélo efficace et pour qu'un vélo soit efficace, il faut qu'il soit sûr». Pour lui-même et pour le pilote. Donc pour faire un vélo sûr, il a fallu qu'on invente une catégorie de vélos électriques qui s'appelle les smart bikes qu'on a inventé. C'est-à-dire que c'est un vélo qui est bourré d'électronique, qui est bourré de logiciels pour rendre le vélo facile à utiliser, très difficile à voler et très sûr pour le pilote. Et vous Et à ces disiez 3 un jour, conditions-là. les vélos arriveront en ville ou en tout cas la voiture sera bannie. Finalement, ce jour est arrivé peut-être un peu plus vite que prévu. Bon, même si aujourd'hui, il y a quand même le plan de relance à la filière automobile qui est annoncé en ce moment. Ça vous paraît hors sujet? Pas du tout. Les voitures, c'est très bien pour se déplacer quand on fait beaucoup de kilomètres, mais pour faire, des trajets bureau-maison qui font 4 ou 5 kilomètres, une voiture, ça n'avance pas, ça roule à 14 kilomètres/h dans les grandes villes, donc ça prend 50 de l'espace public, alors qu'en vélo, vous mettez 12 minutes et vous allez, en plus, arriver heureux parce que vous respirez, vous regardez la ville. Donc ce pari, on l'a fait il y a 3 ans et puis, bien sûr, les gilets jaunes et les grèves ont jeté beaucoup de gens sur les vélos et puis ils ne sont pas redescendus parce qu'une fois qu'on a commencé à se déplacer à vélo, on est très heureux. Et donc, bien sûr, après, le virus, ça a été la dernière couche qui nous a aidés, malheureusement, à mettre les Français au vélo. Mais on est encore très en retard par rapport aux Allemands, aux Hollandais, mais aussi étonnamment par exemple, aux Italiens, par exemple. Alors justement, quelle est la différence entre votre vélo et ce qui existe déjà, puisqu'on a déjà accès à des vélos électriques? Il y a la même différence dans notre vélo que les autres, ce qui vous compare à un téléphone de l'époque et un iPhone. Quand l'iPhone est arrivé, il avait 2 caractéristiques. D'abord, c'est que le design était incroyable et on n'avait jamais vu ça. On a essayé de reproduire ça, avec un effet quand même design très fort. Et le deuxième, c'est qu'il est bourré d'électronique et de logiciels et c'est le cas d'Angel. Vous avez un écran à l'avant, vous choisissez votre mode de fonctionnement, vous le mettez en mode anti-vol, vous pouvez le tracer, il ne reconnaît que vous. Enfin, il y a beaucoup de fonctionnalités que les gens vont découvrir à l'usage, qui font que c'est plus un smart bike, comme un smartphone, qu'un vélo électrique. Le problème des vélos électriques, vous en parliez là à demi-mot, c'est le vol. Alors c'est son coût, mais donc aussi ses vols. Est-ce que vous avez anticipé ces deux problèmes-là? Alors, on l'a rendu quasiment involable. Pour qu'il s'allume le vélo, il faut qu'on ait votre iPhone avec le code, qu'on ait déverrouillé le vélo, sinon vous déverrouillez jamais le vélo. Il est géolocalisable pendant 3 semaines, donc si je cours avec sur le dos, je sais où il est pendant 3 semaines, il faut quand même, le faire. Il y a une alarme si on le touche, enfin il est involable. Mais surtout pour 9,90 €, on vous l'assure. Donc si par hasard, quand bien même on vous volerait votre vélo, plutôt pour vous faire, d'ailleurs, peut-être pour vous embêter, hein, parce que le vélo, il est inutilisable. On vous remplace votre vélo avec une assurance à 9,90 €. Alors il coûte quand même près de 2 700 euros, je crois. Tout le monde ne peut pas se l'offrir. Je sais qu'il y a Non. des aides du gouvernement. Est-ce que c'est suffisant? Il y a bien sûr qu'il y a des vélos moins chers et tant mieux. Nous, on a dès le départ voulu faire un vélo fait en France. On a signé un accord avec le groupe SEB pour pouvoir faire le vélo en France et si vous faites des appareils en France, il faut que ce soit du haut de gamme avec beaucoup de valeur ajoutée. Sinon, les Chinois sont imbattables. Donc la condition pour arriver à lancer un vélo en France, c'est qu'il fallait qu'il soit assez haut de gamme. Il y a des vélos beaucoup plus chers, hein, vélo électrique allemand, ça coûte 4 ou 5 000 €. Bon, le nôtre coûte 2 600 ou 74 € par mois. Mais c'est le prix aussi du made in France. Vous parlez de Seb, justement, et du Made in France. Alors, quel est le rapport entre un vélo et le créateur de la cocotte minute, ou d'une friteuse d'ailleurs? D'abord, c'est parti d'une belle rencontre entre lui et moi. Thierry de la Tour d'Artaise, on s'est rencontrés pour un autre sujet. On a très vite parlé de vélo, en lui racontant mon projet et il a trouvé que ça rentrait dans l'ADN de Seb et moi, ça m'enlevait une énorme épine du pied parce qu'on avait prévu de faire 1 500 vélos et en fait, on va devoir en faire 10 000 et croyez-moi que construire une usine en plein confinement pour fabriquer 10 000 vélos, c'était très, très compliqué pour nous. Il se trouve que, ça a intéressé Seb de se lancer sur des nouveaux projets et puis entre une cocotte minute et un vélo, ça se ressemble beaucoup. C'est du métal, de l'électronique, de la mécanique, du software, du digital et tout ça, ils savent très bien faire et nous, on fait le reste.
Alors, vous avez investi dans de nombreuses autres startups, hein, Marc Simoncini. Avec la crise économique, on peut se demander si c'est le bon moment pour investir, mais aussi pour créer. Quels conseils vous donneriez à de jeunes entrepreneurs? Bah, d'abord, le 1er, c'est de se poser la question, de savoir si le projet qu'ils ont imaginé dans le monde d'il y a 3 mois est toujours un bon projet dans le monde d'après. Parce que peut-être que la crise a changé les modes de consommation, peut-être que la crise a changé beaucoup de choses, finalement sur terre et que peut-être qu'un projet qui a été imaginé il y a 3 ans ne fonctionnera pas dans le nouveau monde dans lequel on se dirige. Donc la première question, c'est est-ce que ce que je fais, ça va toujours rentrer dans la tête des gens? Après si c'est le cas, il y a beaucoup d'opportunités à se lancer. Moi, j'ai lancé Mythic dans plein milieu de la crise de l'année 2000. Je lance Angel dans la crise de cette fois-ci. Bah, c'est pas mal parce que quand vous achetez du média, il coûte beaucoup moins cher et puis quand ça va très Et mal, vous il y a voulez dire très les peu de encarts de concurrents pub, qui c'est se ça? lancent. Faire de la publicité dans les médias, c'est ça? C'est une opportunité Bien finalement sûr. pour valoriser le Bien produit? sûr, bien sûr. Bah, bien sûr, quand vous êtes démarré une start-up et qu'il faut vous faire connaître, autant acheter l'espace publicitaire le moins cher possible. Donc, il y a moins de concurrents qui se lancent, il y a moins de concurrents qui se font financer. Donc, bah, si vous rendez courageux, c'est le bon moment pour y aller. Vous investissez dans près d'une centaine, je crois, de jeunes entreprises françaises. Est-ce que vous avez repéré des pépites? Bah, oui, alors j'ai des pépites de l'ancien monde et puis j'ai des pépites du nouveau Lesquelles, monde. Je par pense que c'est exemple? celle-là dont vous voulez parler, mais par exemple, j'ai investi dans une société au mois de juillet l'année dernière qui s'appelle Airpur, qui fait des masques anti-pollution pour rouler à vélo. Il se trouve que les masques, étant, ce que ce le problème étant ce qu'il est, ils ont explosé pendant la crise. D'ailleurs, ils se sont restructurés, ils ont créé une usine pour faire des masques en France. Enfin, ils sont sur un business incroyable de fabrication de masques. C'était déjà super quand je suis rentré, mais alors aujourd'hui, c'est phénoménal. Donc, il y a des sociétés qui surfent, entre guillemets, sur les nouveaux problèmes à résoudre. Est-ce qu'il y a des feux de paille aussi ou des sociétés qui surfent même peut-être même sur l'épidémie d'ailleurs, hein, mais qui en fait, une fois la crise passée, seront peut-être jetées aux oubliettes? Bah, il y en a certainement, mais moi, je ne suis pas actionnaire de celle-là. Ouais, d'accord. Alors justement, est-ce que ça vous arrive tout de même de vous tromper, je ne sais pas, d'investir ou de créer ou de vendre au mauvais moment? Alors, moi, j'ai tout fait dans ma vie. J'ai échoué beaucoup, j'ai raté beaucoup d'entreprises. Finalement, j'en ai pas réussi beaucoup. Mais je donne toujours l'exemple de lentilles moins chères que j'ai vendues en début d'année. C'est un site qui faisait 30 millions d'euros de vente de lentilles. J'ai vendu ça parce que je voulais passer à Angel et ça faisait 10 ans que je m'en occupais. Des lentilles Bah, pour qu'est-ce qui les s'est yeux, hein, on passé? est d'accord? Lentilles pour les yeux. Pendant la crise, tout le monde s'est rué sur lentilles moins chères pour rester chez lentilles puisque les opticiens étaient fermés. Et donc, ils ont explosé grâce au confinement. Et moi, j'ai fait une très mauvaise affaire en vendant ça si tôt. Donc, ça, quand on fait du business, les mauvaises affaires, ça fait partie du métier, ça fait partie du job. Alors justement, dites-vous que vous êtes un innovateur qui va sur les marchés tout de même avant tout le monde, un petit coup d'avance. Alors peut-être un dernier conseil, un scoop sur quoi on investit aujourd'hui ou quel est le secteur d'avenir pour vous? Bah, je crois que tout ce qui va toucher aux nouvelles activités qui sont respectueuses de l'écologie, de l'état de la planète, de l'environnement, vont avoir un premium assez fort. Je donne l'exemple de Pool House, qui est une société qui fait des œufs qui ne tuent pas les poules. On est rentré dans cette boîte il y a peut-être 6 ou 8 mois. Bon, ça a très bien marché, mais ça a explosé pendant le confinement. Non pas que les gens ont mangé plus d'œufs, mais ils se sont dit finalement des œufs qui sont un peu plus chers mais qui respectent la nature, c'est plutôt pas mal. Et donc on espère que ce genre de société dans lequel nous on adore investir, on adore ce type de projet, va bénéficier de, non pas de la crise parce que c'est assez affreux, mais de nouvel état d'esprit que les gens pourraient avoir. Et cette nouvelle planète qui s'ouvre à nous. Merci encore Marc Simoncini, plein de projets passionnants qu'on va suivre évidemment, Angel et puis tous les autres que vous avez cités. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. Merci. Tout de suite, Merci. c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la confrontation entre la Chine et les États-Unis. Coronavirus, Hong Kong, guerre commerciale, Pékin et Washington sont à couteau tiré depuis plusieurs semaines. Le ministre des Affaires étrangères chinois parle carrément de menace d'une guerre froide entre les deux pays. Alors la dégradation des relations entre les deux puissances est-elle irréversible? Toutes les questions et toutes les réponses avec Caroline Roux dans C'est dans l'air. C'est tout de suite.